Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Une page s'est fermée avec le départ de Bernard Pivot. Vous avez eu le bon goût d'en ouvrir une autre pour montrer combien l'homme avait le goût des autres. Un grand cru, en hommage à cet amoureux du Beaujolais. Un album de famille que vous signez avec Agnès, votre sœur. Bonjour Cécile Pivot. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes la fille de Bernard Pivot, l'une des deux filles de Bernard Pivot. Vous publiez avec votre sœur Le goût des autres chez Calman Lévy, qui est un livre de souvenirs. Alors, en général, on parle du livre de l'actualité à la fin de l'émission, mais là, on va en parler au début pour bien situer le contexte et le mode d'emploi de ce livre. Ce livre est sorti le 30 octobre 2024 et vous avez décidé de le faire après avoir vu dans le bureau de votre père des albums dont vous ignoriez pratiquement l'existence, Cécile Pivot. Alors, pratiquement, en effet. C'est-à-dire que je n'y avais jamais prêté attention. Ils étaient en bas de sa bibliothèque, dans son bureau, parmi ses livres. Mon père n'était pas du tout quelqu'un de nostalgique, donc on ne regardait jamais de photos ensemble. Ou si on tombait sur une photo, mais c'est tout. Il n'aurait jamais sorti ses albums en disant, tiens, si on regardait un album ensemble, pas du tout. Donc c'est vrai que quand il a disparu, je suis retournée une fois, je me suis retrouvée assez vite chez lui toute seule. Et j'ai pris tous ces albums et j'ai passé quelques heures à les regarder. Alors j'ai beaucoup pleuré, je vous le cache pas, parce que moi en revanche je suis très nostalgique et j'ai décidé d'en faire un livre. Et ces albums étaient là grâce à ma sœur. Ma sœur est la photographe de la famille et elle avait fait pour mon père énormément d'albums. Le livre était là en fait. Il y avait un album consacré à Ouvrez les guillemets, 2 autres à Apostrophe, un autre au sport, un autre à Quincy en Beaujolais. Le livre était là, quasiment. Donc vous avez passé un été de plus avec votre père en voyant ses photos et en lisant beaucoup de textes à côté. Absolument, parce que je voulais qu'il y ait pas mal de textes. Je voulais vraiment que chaque photo soit complétée par un texte. Donc j'ai revu beaucoup d'émissions, j'ai réécouté beaucoup d'interviews qu'il avait données, j'ai aussi écouté des gens qui parlaient de lui, j'ai relu des extraits de gens aussi, de journalistes qui avaient parlé de lui. Et j'avais en fait énormément de documentation chez moi, enfin pas mal de documentation, en tout cas les journaux, puisque quand il avait arrêté Apostrophe et quand il a arrêté Bouillon de Culture, j'avais acheté quasiment toute la presse qui parlait de lui. Voilà, j'étais très fière de mon père. Donc je me suis vraiment aidée de ce matériau qui était précieux. Alors, ce qui est étonnant quand on lit ce livre, il y a des documents que tout le monde connaît, mais aussi beaucoup d'inédits. Car Bernard Pivot, que j'ai beaucoup connu, était quelqu'un de très pudique, de très discret, Cécile Pivot. Oui, il parlait pas beaucoup et en effet de sa vie privée, il en parlait très peu. C'était pas du tout quelqu'un qui était dans le people. Oui, donc on découvre des choses de lui. Et puis c'est un monsieur quand même qui s'est intéressé, qui s'est passionné pour beaucoup de choses différentes. C'est ça aussi, c'est que je voulais pas que ce soit un livre qui soit consacré uniquement à la télévision, à son parcours de journaliste. Je voulais aussi qu'on puisse parler de son enfance, de sa jeunesse, du football qui a été l'une de ses grandes passions, le Beaujolais aussi. Tout ça était très important dans la vie de mon père. Voilà. Alors on va en parler, mais avant on va parler de vous parce qu'il faut savoir que vous avez débuté vous avec un autre maître de la télévision, c'est Jacques Chancel. Absolument. Oui, bravo. Vous avez travaillé dans le Grand Échiquier. Oui, j'ai travaillé sur le Grand Échiquier pendant 4 ans, 5 ans. Oui, j'ai travaillé avec Jacques, en fait. Après le bac, je me suis arrêtée. Et j'avais pas du tout envie de faire d'études à ce moment-là. Et j'ai travaillé je suis allée pour un stage d'été pour travailler avec Jacques Chancel sur le Grand Échiquier. Je suis restée 4 ans ou 5 ans. C'était un moment de folie totale parce que c'était lui aussi un génie. Oui, absolument. Non. Puis j'ai voyagé et puis c'était très agréable. J'ai rencontré plein de maîtres de la musique classique, de la danse. Oui, ça a été formidable. Le Grand Échiquier, à l'origine, c'était le Grand Amphi, une première émission qui devait s'appeler La Règle du jeu, mais Jean Renoir avait refusé de prêter le titre de son film à Jacques Chancel. C'est pour ça que c'est devenu le Grand Amphi et le Grand Échiquier ensuite. Alors, vous avez aussi été journaliste à l'Express, dans la mode ? Alors, pas dans la mode, dans la décoration. Dans la décoration, je veux dire. Absolument. J'ai travaillé dans pas mal d'endroits. J'ai été longtemps correctrice, qu'on appelle secrétaire de rédaction, pour Studio Magazine.
J'ai travaillé pendant 7 ans à Studio Magazine. Après, j'ai travaillé en effet dans la presse d'écho. Et aujourd'hui, je suis journaliste freelance. Oui. Voilà. Et vous avez même fait un livre avec votre père, Oui. un essai exactement. Absolument. Quand je me suis arrêtée, j'ai été salariée moi pendant très longtemps. Et en 2015, je me suis retrouvée sans travail. Et moi qui avais toujours travaillé, pour moi, ça a été vraiment le gouffre. Et j'ai eu un peu peur de... Voilà, puis je vivais avec 2 enfants, donc il fallait vraiment que je retravaille vite. Et mon père m'a proposé très vite, et ça a été un cadeau formidable qu'il m'a fait, c'est qu'on écrive un livre ensemble sur la lecture et sur les livres. Et on a mis un petit peu de temps à l'écrire, ce livre, parce que lui terminait un livre, et moi, j'en avais quand même commencé un qui était un récit sur mon fils et moi, puisque j'ai un fils autiste. Donc on a en fait... moi, j'ai écrit mon premier récit avant ce livre, qui s'appelle Lire, en effet, et nous avons fait ce livre ensemble. En fait, pas à 4 mains. On a travaillé... On a choisi 20 thématiques autour de la lecture, de la littérature. On a chacun de notre côté écrit nos 20 textes, et après, on s'est retrouvés pour en discuter, pour les modifier. Et ça a été tout s'est extrêmement bien passé. Alors que moi, très franchement, au départ, j'avais un peu peur, hein, parce que c'était mon père. J'écrivais un livre avec mon père, mais j'écrivais aussi un livre, là, avec Bernard Pivot. Donc, c'était les deux, hein. Donc, j'étais moyennement rassurée. Alors, aujourd'hui, vous rendez hommage justement à Bernard Pivot. Alors, vous racontez son parcours qui a commencé à Lyon. Et très vite, je crois qu'il y a la guerre. Son père, qui est originaire qui a vécu près de Roanne, à Saint-Symphorien-le-Laye, part à l'armée, il est mobilisé, il va être fait prisonnier, et donc il va se retrouver dans la famille maternelle, Bernard Pivot. Oui, il va être... pendant la guerre, sa mère décide de quitter Lyon, et d'aller dans le Beaujolais, à Quincy-en-Beaujolais, là où elle a une petite maison et où elle a des vignes. Donc, il va passer en fait toute la guerre là-bas, absolument. Quincy-en-Beaujolais, c'est 1 millier d'habitants et c'est 4 appellations du Beaujolais: le Beaujolais village, le Brouilly et le Côte de Brouilly. Bravo. Et donc, Bernard Pivot, enfant, découvre tout ça parce que son bonheur, ce sont les vendanges. Ce sont les vendanges, oui. Puis il a toujours aimé le Beaujolais et il a toujours aimé Quincy, où plus tard il a acheté une maison là-bas. Voilà. Mais à 5 ans, il était dans les vendanges, il regardait tout ça et ça le passionnait. Oui, oui, oui. Il a aimé ça. Il a écrit un livre où il en parle beaucoup, qui est le Dictionnaire amoureux du vin, où il parle énormément des vendanges. Et son frère cadet, Jean-Charles, qui est vigneron, a, lui, été viticulteur toute sa vie. Donc, il avait mon père gardait, grâce à son frère notamment, un vrai contact avec les vendanges, la vigne, le Beaujolais. Oui, les récoltes tous les ans, est-ce qu'elles étaient bonnes, mauvaises, quel Beaujolais on allait avoir, le Beaujolais nouveau, il en parlait, oui, il était... Beaujolais nouveau, d'ailleurs, qui doit cette appellation au fait que, en 51, on interdit la vente du vin avant le 15 décembre, sauf si c'est nouveau. Et c'est comme ça qu'il sort début novembre. Mais je ne savais pas. Voilà. Alors, il se trouve aussi qu'il découvre les femmes de La Fontaine et surtout le Petit Larousse, Bernard Pivot. Oui, parce qu'il n'a pas de livre du tout, il n'est pas... il n'est pas dans une famille de lecteurs, puis c'est la guerre, il n'y a pas de livre. Il est issu d'un milieu quand même modeste, donc il se contente des fables de La Fontaine et du dictionnaire, et ça a été une vraie richesse pour lui, il l'a dit tout au long de sa vie, oui. Il a vraiment été... le dictionnaire est resté extrêmement important pour lui toute sa vie. Oui, je pense qu'il n'y a pas un jour où il ne regardait pas le dictionnaire, n'ouvrait pas le dictionnaire. Parce que chaque fois qu'il ne comprenait pas un mot dans les fables de La Fontaine, il ouvrait le dictionnaire. Absolument. Pour un enfant, c'est plutôt rare. Oui, c'est plutôt rare. Et puis après, il a lu le dictionnaire, oui, il avait que ça à lire. Donc oui, il a lu le dictionnaire, je pense avec un grand plaisir. Mais de manière naturelle, sans s'en rendre vraiment compte. Oui, c'est né comme ça. C'est né comme ça. Et puis il y a eu le football. Alors ça a commencé le samedi, le dimanche après-midi, je crois, avec un club pour les enfants. Alors ça, je ne sais pas exactement comment ça a commencé. Je sais que son père l'emmenait voir Saint-Étienne. Alors qu'il était lyonnais, que mon père était lyonnais, qu'il vivait à Lyon, mon grand-père paternel, donc, emmenait mon père voir les matchs de Saint-Étienne. Donc c'était un peu paradoxal, vous voyez, parce que mon père aurait dû tout naturellement défendre Lyon. Et c'était pas le cas. Il a gardé un attachement à Saint-Étienne. Il aimait aussi beaucoup l'équipe de Lyon, hein. Mais son équipe favorite,
toute sa vie, c'est resté Saint-Étienne. Je crois que c'est votre grand-père qui a donné à Bernard Pivot le goût du football. Il lui a même offert ses premiers crampons. Absolument. Voilà. Ah oui. Non, mon grand-père adorait le football aussi, oui. Et Saint-Étienne était une grande époque. Ça a commencé d'ailleurs en 56-57 où ils ont commencé à avoir des titres. Ça a duré jusqu'en 76 et il y a un hymne de Saint-Étienne qui est resté mythique. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. Cette chanson est encore un hymne. Elle a été composée en 10 minutes en voiture par Monty dans un embouteillage, sans imaginer qu'elle deviendrait un hymne. Ah oui, je la connais, hein. Bien. Hein. Ça, c'est... j'ai dû l'entendre, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu cette chanson, puisque j'avais aussi une mère qui était fanatique de foot. Hein. Moi, j'étais vraiment dans une... Il n'y avait pas que mon père. Ma mère était aussi fan de foot que mon père. Oui, absolument. Et je crois que Bernard Pivot aurait rêvé d'être Platini. Ah oui, il aurait bien, oui, bien sûr, oui. Il voulait être, c'était pas du tout un grand lecteur, à part les fables de La Fontaine et le dictionnaire, c'est déjà beaucoup, hein. Mais ça n'a pas du tout été un lecteur. Quand il est arrivé jeune journaliste au Figaro littéraire, il n'avait rien lu, ça a été une catastrophe. Donc, mais il voulait être en effet joueur de football. Quand il était pensionnaire à Lyon, il restait le week-end avec ceux qui étaient collés, alors que mon père n'était pas du tout un élève turbulent, pour pouvoir jouer au foot. Il aurait rêvé d'être joueur de foot, oui, bien sûr. Voilà, et je pense qu'il aurait été un très bon joueur de foot. Il a commenté des matchs de football et il offrait aux Bleus des livres aussi. Oui, tout à fait. Alors, il aurait été un très bon joueur de foot? Non. Il a été un joueur de foot, je ne sais pas s'il était bon ou médiocre, mais en tout cas, il n'aurait pas pu devenir un très bon joueur de foot, parce que s'il avait pu, il serait devenu joueur de foot. Mais en tout cas, il en a fait pendant longtemps, ou en tout cas toute sa jeunesse. Et puis après, il a été, oui, assez proche. En tout cas, il a bien connu Platini, il a bien connu les Verts, puis les équipes. Oui. Il leur offrait des livres, quand il les voyait. Exactement. Et il a fait aussi beaucoup d'autres choses. Et il y a une autre date clé dans son parcours, c'est le 25 juin 1966. À tout de suite sur Sud Radio avec Cécile Pivot pour parler de Bernard Pivot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Cécile Pivot. Vous publiez avec Agnès, votre sœur, Le goût des autres, chez Calman Lévy, un hommage à Bernard Pivot, votre père. Vous avez construit ce livre pour justement nous le faire découvrir à travers des dates clés de son parcours. Et il y en a une que j'ai trouvée qui est vraiment sa première apparition à la télévision, le 25 juin 1966. Hier soir, en l'hôtel de Sens, à Paris, le jury du prix de la chronique parisienne, qui groupe entre autres Paul Guth, Micheline Sandrel, Touchag, Jacquem et Philippe Bouvard, a attribué ses lauriers pour 1966 à Bernard Pivot. Voilà, il reçoit son poids en champagne sur une balance. C'est sa première télé et le prix de la chronique parisienne récompense son travail de courriériste dans le Figaro littéraire. Absolument. Alors ça, moi je ne savais pas ça. Je ne le savais pas, donc ça, je l'ai vraiment découvert en travaillant sur ce livre. Et en fait, il y a la photo, en effet. Bien sûr. Et son travail consiste à l'époque à courir, et c'était un travail important, les chroniqueurs existaient, à courir pour retrouver des indiscrétions sur le Goncourt, sur l'Académie française, sur les sorties de livres. Il adorait ça. Je crois qu'il adorait ça parce que ça l'a vraiment... Il y avait, je pense, pas mieux pour se plonger dans le milieu littéraire qu'il ne connaissait pas, jusqu'alors, mon père. Il arrivait de Lyon, il a été engagé au Figaro littéraire parce qu'il venait du Beaujolais et qu'il a pu offrir une caisse de Beaujolais à Maurice Noël. Ça s'est fait comme ça, quand Exactement. même. Donc, il n'y connaissait rien, il n'avait rien lu. L'entretien pour être engagé a été une catastrophe. Et donc, il n'y avait pas mieux que d'être courriériste, en effet, d'être au prix Femina, au prix Goncourt, écouter les ragots. Et puis, il a, je crois aussi, autre chose de très important à ce moment-là, il a connu Paris comme personne. Il a très très bien connu Paris et il a aimé, il y a ça aussi dans le parcours de mon père qui est important, je crois, c'est qu'il a adoré Paris tout de suite. C'était sa ville. Voilà. Et en fait, ces nuits qu'il passait à courir un peu partout, c'est comme ça que les grands journalistes ont commencé. Pierre Lazareff a débuté... Excuse-moi. Pierre Lazareff a débuté aussi comme, on disait, soiriste à l'époque. Il traînait au Moulin Rouge dans les cabarets et il a appris son métier comme ça. C'était une façon fabuleuse de connaître des gens et d'apprendre son métier. Absolument. Je pense qu'il a connu vraiment tout le milieu littéraire comme ça et comment ça fonctionnait comme ça, absolument. Voilà. Il n'y avait pas mieux. Et il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Non. Et il a tout de suite trouvé un ton qui est un ton humoristique, cultivé et irrévérencieux. Oui. Et ça, c'était important pour lui.
Oui, je pense que ça a été important. Il a fait ses armes au Figaro littéraire, ça c'est sûr, oui. Oui. Alors, ce premier prix de la chronique parisienne pour Bernard Pivot, c'est un premier prix dans tous les sens du terme, parce qu'à l'école, on ne peut pas dire qu'il est écrasé sous les prix. Pas du tout, non. C'était un élève très moyen, voilà, très moyen, plutôt mauvais que bon, on va dire. Je pense pas du tout qu'il ait eu des problèmes de discipline, ça j'y crois pas du tout. Mais c'est un élève très moyen et il sait même pas quoi faire après le bac. Alors il redouble en plus sa première et après le bac il est mais il est pas inquiet. Je crois qu'il est pas du tout inquiet. Il se laisse un peu porter, un peu vivre. Je crois que ses parents non plus, de ce que j'ai pu retrouver là dans les archives, n'étaient pas spécialement inquiet, mais il ne sait pas quoi faire et c'est quelqu'un de la famille, alors je ne sais pas qui, en tout cas un proche ou une proche qui lui dit « mais toi qui lis tout le temps les journaux, parce qu'il y a ça ». Il s'intéresse aux journaux, il s'intéresse à l'actualité. Pourquoi tu n'écris pas plutôt les journaux? Il dit tiens, bah oui, pourquoi pas, bonne idée, je vais tenter, là il se renseigne, le concours du CFJ à Paris. Le centre de formation des journalistes, et ça a marché. Il faut savoir qu'il a échappé à une autre carrière qui est celle d'inspecteur des contributions, Bernard Pivot. C'est vous dire à quel point il savait vraiment pas quoi faire de sa vie. Il a fait un peu de droit, il a fait ça, en effet, inspecteur. Et en effet, il a même été, je crois, il y avait, c'était pas, on n'appelait pas ça à l'époque des journées portes ouvertes, mais il était allé après le bac à, comme ça, une réunion, un salon pour différents métiers, et il s'est dit tiens, pourquoi pas, pourquoi je ne serais pas, je deviendrai pas vétérinaire. Et puis au retour de ce salon, il rencontre un ami, lui dit écoute, non, en fait c'est pas fait du tout pour moi, mais toi vas-y, peut-être que tiens, je te donne la documentation pour être vétérinaire. Et en effet, cet ami deviendra vétérinaire. Donc il est un peu paumé, mais pas inquiet. Non, mais en même temps, il se trouve que il a fait beaucoup de choses à cette époque-là, et il livre aussi le pinard pour son père. Oui, tout à fait. Non, à côté de ça, c'est un travailleur, c'est pas un paresseux. Et puis il a des parents de toute façon il a une mère assez sévère, c'est pas donc oui, il n'était pas non plus, c'était pas on dirait aujourd'hui, c'était pas du tout un enfant pourri gâté, c'était pas le cas. Mais c'est vrai qu'au CFJ, c'est la révélation. Là, c'est la révélation. Là, ça devient un autre. C'est-à-dire qu'il réussit le concours d'entrée, il le réussit bien, et il devient très bon élève. Et il comprend qu'il est fait pour ce métier. Et là, il le dit, c'est la chance de ma vie et je ne vais pas la laisser passer. Et là, il se met à énormément travailler. Et Bernard Pivot était déjà à l'époque un maniaque de la faute d'orthographe, Cécile Pivot. Oui, il était déjà très bon en orthographe, il aimait écrire, oui. Et je crois que c'est là où il rencontre votre mère, Monique. Oui, qui fait le CFJ en même temps que lui, absolument. Oui, ils sont dans la même promotion. Et je crois qu'il sort deuxième de sa promotion, oui. Et qu'il se retrouve dans un stage à Lyon, aux côtés de Bernard Clavel. Oui, au Progrès. Il se retrouve au Progrès. Alors, j'ai pas trouvé énormément de choses sur cette période-là. Je comprends que le stage s'est bien passé, mais que c'est pas son truc. Alors, j'ai essayé de comprendre. Je n'y suis pas arrivée, pour tout vous dire. Pourquoi il retourne à Lyon à ce moment-là? Je crois que le stage était obligatoire à l'époque. Oui, le stage était obligatoire, mais il est bon, c'est un élève brillant, vraiment, puisque le premier de sa promotion, je ne veux pas dire du mal du premier de sa promotion, mais à l'époque, au CFJ, on acceptait tous les âges, en fait. Mais je crois qu'il a 12 ans de plus que mon père. Donc moi, j'estime qu'en fait, c'est mon père qui a fini premier. Voilà. Mais pourquoi il retourne à Lyon alors qu'il aime Paris? Il est déjà avec ma mère. Et voilà, la seule explication que j'ai, c'est ma mère qui me dit mais tu sais, on n'avait pas le choix, on avait un stage et on pouvait pas vraiment choisir. Donc voilà, j'ai un petit mystère de ce côté-là. Pourquoi il ne cherche pas un stage à Paris? Voilà. Il se trouve qu'à Lyon, il est avec Bernard Clavel, qui va obtenir le prix Goncourt en 68 pour les fruits de l'hiver, avant que votre père, Bernard Pivot, soit justement président de l'Académie Goncourt. Bien avant. Alors, il se trouve aussi qu'il a écrit un roman. L'amour en vogue, parce qu'il a songé à être romancier, Bernard Pivot. Oui, il a songé à être romancier. Pas longtemps, je crois pas que ça a été pour lui une catastrophe ou qu'il est très... Je crois qu'il s'est aperçu très vite qu'il n'allait pas... Il écrit un peu un roman, en fait, pour passer le temps, parce qu'à ce moment-là, il sait pas exactement où il en est, il sait pas exactement ce qu'il va faire de sa vie en tant que journaliste, et il écrit un roman, mais... c'est tout, pas beaucoup plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas qu'il se soit dit
je serais romancier ou rien d'autre. Non, pas du tout. Il était journaliste. Alors, il commence dans cet immeuble des Champs-Élysées, le rond-point des Champs-Élysées, le Figaro, dirigé par Pierre Brisson, où c'est une ambiance de travail et de folie en même temps. C'est-à-dire qu'on travaille énormément, mais en même temps, on boit des bons coups et on fait des canulars. Oui, absolument. J'en ai montré, en effet, dans le livre, là, où il y a un match qui est organisé entre les journalistes, je crois, on appelait à l'époque les typographes. Donc, oui, moi, j'ai pas connu cette époque-là, mais j'ai l'impression, c'est une époque où le Figaro littéraire, qu'est-ce que vous voulez, il y a énormément de pages culture dans tous les journaux, il y a de l'argent, les gens achètent la presse, donc oui, on travaille beaucoup et on s'amuse beaucoup. Oui, et je peux même vous dire, vous savez sans doute pas qu'il a monté un jour un canular avec un faux bloc-notes de François Mauriac qui publie dans le Figaro, un peu olé, et ce bloc-notes a failli passer dans le journal. Il a été arrêté à la dernière minute. Oui, alors il aimait bien les blagues, j'ai compris ça aussi, c'était quand même un grand... un fêtard, on peut dire. Ah oui, il aimait la fête. Bien, il aimait la fête. Alors, il va rester de 58 à 74. Oui. Il va s'en aller parce qu'il n'est pas d'accord avec le nouveau directeur Jean d'Ormesson. Oui, il n'est pas d'accord avec le nouveau directeur Jean d'Ormesson. Mais il se quitte plutôt en... Alors, il se quitte pas en bons termes, mais très vite, comme mon père est content. Je pense que mon père est plutôt pas soulagé de partir, mais il part pas, il est pas dans la rancune, il n'est pas dans la colère. Donc ça se passe plutôt très bien vite, ça se passe bien entre eux. Oui, et je crois qu'il a donné le nom de Jean d'Ormesson à sa piscine de la maison. Oui, parce qu'il part avec des indemnités et comme il a le sens de l'humour, c'est ce qu'on venait de dire. Il y avait une plaque, en effet, sur notre piscine dans le Beaujolais, une plaque vraiment comme le nom d'une rue et la piscine s'appelle la piscine Jean d'Ormesson. Et je crois qu'il va de se réconcilier très vite avec Jean d'Ormesson et qu'il va passer 26 fois apostrophe et bouillon de culture. Oui. Mais c'était un duo, ils le savaient tous les deux qu'ils étaient très bons ensemble à la télé. Ils le savaient très bien. Hein, donc oui, ils ont fait beaucoup d'émissions ensemble, beaucoup. Et justement, apostrophe, on va l'évoquer à travers la date de sa création, de sa naissance, le 10 janvier 1975. À tout de suite sur Sud Radio avec Cécile Pivot pour parler de Bernard Pivot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Cécile Pivot, vous êtes l'une des filles de Bernard Pivot, et vous lui consacrez un livre hommage en texte et en photo, Le goût des autres, avec Agnès, votre sœur, qui a pris toutes ces photos, c'est chez Calman Lévy, et on en parle à travers des dates clés, et bien sûr le 10 janvier 75, c'est la première de cette émission. Apostrophe, 724 émissions jusqu'au 22 juin 90. C'est l'événement dans l'histoire de la télé et de la littérature. Oui, c'est l'événement. Enfin, c'est l'un des événements. Mais oui, moi, j'ai grandi avec Apostrophe. Hein. J'ai vraiment grandi avec un père qui était Bernard Pivot et j'ai des souvenirs à la fois d'un père qui n'était pas là, qui travaillait tout le temps, qui lisait tout le temps, mais qui était physiquement là, à la maison, enfin dans l'appartement, mais pas présent avec nous. Ses filles, vraiment, ils pouvaient pas. Vous lisez un livre par jour, vous n'avez pas de vie de famille, c'est pas possible. Et à côté de ça, dès qu'on sortait de la maison, t'es la fille de Bernard Pivot, et on n'entendait parler que de lui à l'extérieur. Donc oui. Vous alliez sur le plateau d'Apostrophe ? Si j'y allais ? Oui, ça m'est arrivé. Pas tant que ça, mais ça m'est arrivé. Oui, bien sûr. Que c'était un rituel. On arrivait, il ne parlait à personne avant l'émission. Non, il avait besoin de se concentrer quand même. Oui, ça je peux comprendre. Oui, il n'avait pas envie même de dire bonjour à qui que ce soit. C'était un rituel. L'émission commençait et ça démarrait avec le travail qu'il avait accompli en apprenant beaucoup de choses par cœur pendant les jours précédents. Oui, il répétait un petit peu et surtout il lisait énormément. Je pense qu'il parlait quand même un petit peu à Anne-Marie Bourgnon avant l'émission. Oui, mais c'était sa collaboratrice, mais pas aux invités. Ah non, pas aux invités. Non. Ça lui arrivait un petit peu, ça a pu lui arriver quand même de parler à certains invités. Je pense que des invités qui arrivaient de loin, je pense qu'il allait les saluer avant. Ouais. Et ce qui est clair, c'est que le lendemain de Apostrophe, il y avait un rush dans les librairies. On passait Apostrophe, c'était des milliers d'exemplaires vendus. Absolument. Ouais. Moi, j'ai le souvenir de ça.
c'était présenté dans toutes les librairies vues à apostrophe, oui, bien sûr. Ouais. Alors, la télévision, ça a commencé avec Bernard Pivot par Ouvrez les guillemets, qui était, je crois, une émission voulue par Arthur Comte pour être la synthèse de toutes les émissions littéraires qui existaient à l'époque, c'est-à-dire il y avait Michel Pollack avec Bibliothèque de poche, il y avait Marc Gilbert avec Italique, et il a été le premier à recevoir des chroniqueurs dans Ouvrez les guillemets. Oui, il y avait notamment Gilles Lapouge, je Exactement. crois, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que il est arrivé à la télévision comme ça, mais presque par hasard à la demande d'Arthur Comte. Oui, tout à fait. En fait, la première fois qu'il est passé à la télé, je ne sais plus qui était la directrice, je crois que c'est Jacqueline Baudrier. Jacqueline Baudrier, oui. Voilà, qui lui dit le lendemain, vous avez fait une émission vraiment, votre émission était vraiment mauvaise. C'est pas texto ce que je vais vous dire, hein, mais en fait, je le résume, vous avez vraiment fait une mauvaise émission, mais vous êtes fait pour la télévision. Voilà. Et il est fait pour la télévision. C'est vrai que vous le voyez pour la première fois à la télévision, et lui-même le disait, quand il s'est revu des années plus tard, pour la première fois dans la caméra, moi je me souviens, il m'a dit, mais c'est incroyable parce que je suis à l'aise. Mais il m'a dit, mais il en revenait pas lui-même, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. C'est vrai que mon père, caméra, pas caméra, micro, pas micro, c'était le même. C'était le même, voilà. Et d'ailleurs, apostrophe, dès la 5e émission, c'est un succès. Oui. Et ça, c'est Pierre Assouline qui le raconte, car dans ce livre, vous avez donné la plume à Pierre Assouline pour qu'il fasse sa biographie. Oui, je trouvais qu'il était... je trouvais que Pierre était la personne qu'il fallait, parce que il a connu mon père pendant 40 ans, ils ont travaillé ensemble à lire. Pierre Assouline a succédé à Bernard à lire, et ils se sont retrouvés au prix Goncourt. Et entre les deux, ils ne se sont jamais perdus de vue. Donc Pierre, c'est à la fois... c'était deux professionnels qui s'entendaient très bien, deux amis. Donc oui, ça me semblait tout à fait logique et bien de laisser Pierre Assouline. Alors j'en reviens à apostrophe, la méthodologie est toujours la même, il lit beaucoup de livres, il choisit les thèmes, et personne d'autre que lui ne choisit qui seront les invités. Ah non, personne. Personne n'ouvrait ses livres à sa place. Moi, j'aurais rêvé de ça, petite, des fois. Ah oui, enfant, j'aurais rêvé. Mais il n'a jamais voulu pouvoir lui ouvrir ses livres. J'aurais rêvé de ça. Donc, personne n'ouvrait ses livres à sa place, parce que des fois, il aurait pu dire, oui, j'en ai marre, vas-y, ouvre-les-moi. Pas du tout. Et personne ne choisissait les... Non. Il était vraiment seul maître à bord. Avec une Anne-Marie Bourgnon qui faisait sa fidèle collaboratrice, qui faisait beaucoup pour lui, hein, qui pouvait lui faire des fiches, qui faisait barrage avec les attachés de presse, qui pouvait lui présenter des livres, je sais pas, les attachés de presse vraiment avaient soutenu. Elle pouvait lui dire, Bernard, peut-être qu'il faudrait que vous regardiez un peu plus cet ouvrage-là ou celui-là. Mais voilà, c'était ça. Oui, car il était très sollicité. Bien sûr qu'il était très sollicité. Mais c'était vraiment lui qui choisissait les thématiques de ses émissions, qui ouvrait ses livres, qui disait, oui, je sélectionne celui-là, je sais celui-là, non, bien sûr. Voilà. Et en même temps, il recevait plusieurs paquets par jour. Et à la dernière émission, il reçoit le coursier qui a déposé ses livres et la gardienne d'immeuble, avenue Niel, qui les a montés quelquefois plusieurs fois par jour. Oui, quelquefois non, tous les jours, à part le week-end, plusieurs fois par jour. Madame Reversa, elle faisait quasiment partie de la famille. Madame Reversa, elle a monté je me souviens pas exactement, mais je dirais qu'elle montait au moins 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Et nous, quand on passait devant sa loge, ma sœur et moi, si elle nous voyait, on montait évidemment, elle nous passait un paquet pour qu'on le monte. Et où les paquets s'entassaient au départ? Alors, les paquets étaient vraiment dans l'entrée. Après, il était très organisé, hein. Et puis, il ne s'est jamais laissé envahir par les livres. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Pas du tout. Il y avait vraiment les piles dans l'entrée. Il y avait une immense pile près de l'ascenseur, la cage d'ascenseur, qui montait. Souvent, elle se cassait la gueule. Donc là, il sortait de son bureau. Il était furieux quand on avait pris un livre et puis que tout était cassé la figure. Donc ça, c'était les livres à donner. Il y avait des livres pour les amis, la philo pour mon oncle, le jardinage. Enfin voilà, chacun avait sa pile. Il y avait les livres qui entraient dans son bureau. Ah là, c'était des livres... Les chanceux, c'était ceux qui allaient passer à apostrophe. Là aussi, il y avait des piles bien précises. Il y avait des piles, voilà, comme ça. Mais c'était très organisé. 0 livre dans sa chambre. Il n'a jamais eu un livre dans sa chambre. Déjà parce qu'il ne lisait pas avant de se coucher et qu'il ne voulait pas de bibliothèque ou de livre dans sa chambre. Il trouvait que
La chambre, c'est un endroit où il fallait pas laisser rentrer les histoires des autres. Voilà. En même temps, il y avait des fantômes qui pouvaient justement donner des cauchemars, disait-il. Ouais, absolument. Alors, il se trouve aussi que ces livres-là, il y en a un qui a été très surpris, c'est Arthur Miller, quand il est venu, qui a dit « Mais vous avez lu mes livres ?» Absolument. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il était tellement habitué à ce qu'on lise pas, à faire affaire avec des journalistes, en effet, qui avaient survolé son livre, qu'il a assez vite compris et réalisé que Bernard avait lu son livre. Donc, il a été épaté. Mais je pense que ça n'a pas été le seul qui a été épaté par le fait que Bernard Pivot lisait les livres de la première à la dernière ligne. Mais je pense que mon père c'était son plaisir souvent, moi, combien de fois on m'a posé cette question. Je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée dans ma vie. Mais ton père, il lisait les livres en diagonale. Mais toute ma vie, on m'a posé cette question. Et toute ma vie, j'ai dit, mais non, mais jamais il a lu un livre en diagonale. Il n'aurait pas pu. Je veux dire, comment vous dire, ça n'aurait pas été un plaisir pour lui. Pas du tout. Il aurait arrêté s'il avait fallu lire un livre en diagonale. Il aurait arrêté de faire cette émission. Et il refusait aussi qu'on lise des notes à l'antenne, sauf un jour pour Vladimir Nabokov pour le Lolita. Oui, absolument. Il l'a dit, il a avoué en disant que c'était contraire à la déontologie d'un journaliste, mais c'était ça ou rien. Sinon, il n'aurait jamais eu Nabokov. Donc, Nabokov, en effet, a exigé d'avoir les questions auparavant, a exigé de lire les réponses par écrit. Voilà. Et a exigé d'avoir dans sa théière non pas du thé mais du whisky. Donc il était vraiment prêt. Alors ça, c'est vrai que ça l'a amusé. On voit bien que pendant l'émission, quand il dit un petit peu de thé encore, Monsieur Nabokov, on voit bien que ça le fait rire aussi. Mais c'est une bonne émission et en même temps, c'est vrai qu'on sent qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de complicité. Oui, que tout ça est très préparé, bien sûr qu'on le sent. Enfin, quand même, il a eu Nabokov. Voilà. Et Nabokov, d'ailleurs, a voulu jeter à plusieurs reprises les brouillons de Lolita parce qu'il ne voulait pas sortir ce livre. Et c'est sa femme Vera qui a sauvé les brouillons et qui a trouvé un éditeur anglais parce que personne ne voulait du livre au départ. Elle a bien fait. Elle a bien fait. Alors, il y a aussi des interviews historiques sur le plateau à l'extérieur parce que souvent, on se souvient d'émissions avec Bukowski où il s'en va ivre-mort, mais il y a aussi, il s'est déplacé pour aller interviewer Marguerite Yourcenar, pour aller interviewer Marguerite Duras. Et ça, c'était accepté. Elles acceptaient parce que c'était Bernard Pivot. Oui, je pense qu'elles acceptaient ils acceptaient parce que c'était Bernard Pivot et parce que c'était des entretiens fabuleux. Vous pouvez tous les revoir. Ils sont tous, moi je trouve, moi je les ai revus là pour le travail estif, ils sont tous extraordinaires, que ce soit Yourcenar, Solzhenitsyn, Duras, c'est fabuleux. C'est une autre télévision. Quand vous revoyez Duras, c'est incroyable. Moi, je me suis aperçue de ça, c'est les silences. C'est qu'il laisse des silences. Vous voyez, des longs silences où elle cherche ses mots, elle réfléchit. Aujourd'hui, vous verriez plus ça à la télévision. Et il attend. C'est incroyable. Il y a un rythme dans cette émission qui est un petit chef-d'œuvre. Il a aussi fait la dernière interview de Georges Simenon pour ses mémoires intimes à Lausanne. Je trouve que j'étais allé quelques jours avant, mais pour la radio, faire cet entretien. Et c'était une toute petite maison avec une vue sur le jardin où il avait jeté les cendres de sa fille. Et il y avait la collection de pipes, le manuscrit. C'était aussi un moment très émouvant. Oui, c'était un moment très émouvant parce qu'il admirait vraiment Simenon. Ça a été je crois vraiment l'un de ses grands regrets professionnels, c'est-à-dire qu'il a regretté après d'être allé aussi loin par rapport au suicide de sa fille. Il a dit qu'il avait regretté d'avoir insisté. Voilà. Mais il a bien fait d'insister puisque Simenon a parlé. Il a parlé, mais mon père, non, s'il savait été à faire, je pense qu'il n'aurait pas insisté comme ça sur... en tout cas, donner tous les détails. Je sais qu'il avait des regrets par rapport à ça. Mais c'était un grand admirateur de Simenon, oui. Alors, il faut savoir aussi que les Dico d'or et les championnats de France d'orthographe, personne n'y croyait. Là aussi, Bernard Pivot a inventé, innové et laissé quelque chose qui continue. Oui. Il a beaucoup aimé faire ça, les championnats d'orthographe. Beaucoup aimé. Aussi parce qu'il a un peu bougé, quoi. Il bougeait, il allait dans des endroits formidables. Ils sont même allés quand même aux États-Unis. Donc, il a beaucoup aimé ça et il a touché une autre population, en fait.
Plus tard, on voyait bien dans la rue que les gens, les jeunes, les plus jeunes qui reconnaissaient mon père, c'était des gens qui n'avaient pas connu Apostrophe ou même Bouillon de culture. C'était des gens qui avaient fait ses dictées et qui disaient « Ah, monsieur Pivot, vous savez, moi j'ai aimé l'orthographe grâce à vous. » ou « Ah, j'ai fait toutes les dictées avec mes parents. Hein, vraiment. » C'était des jeunes comme ça. Donc, il a touché plusieurs générations de manière différente. Et Hélène Carrère d'Ancos m'a raconté qu'un jour, elle participe à cette dictée. À côté d'elle, il y a Raymond DeVos. Elle va proposer à Raymond DeVos d'entrer à l'Académie française, ce que DeVos va refuser. Oui, oui, tout à fait. Ça aussi, j'en avais entendu parler. Et Madame Carrère d'Ancos a été très, très présente. Je crois que c'est l'invitée qui a été le plus présente au championnat d'orthographe. Exactement. Appelé plus tard Dico d'Or. Alors, l'Académie française, il n'en a pas voulu. L'Académie concours, oui. Et on va l'évoquer à travers la date du 7 janvier 2014. À tout de suite sur Sud Radio avec Cécile Pivot pour parler de Bernard Pivot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Cécile Pivot, pour parler de ce livre Bernard Pivot, le goût des autres, que vous avez réalisé avec Agnès, votre sœur. Un livre souvenir à votre père, où avec beaucoup de photos, beaucoup de textes et des dates évoquées, bien sûr. Et le 7 janvier 2014, eh bien, on l'appelle Monsieur le Président. Il est président de l'Académie Goncourt, alors qu'il n'a jamais été romancier et qu'en général, pour être président du Goncourt, il faut être romancier. Ouais. Absolument. Moi, je pense que de toute la carrière de mon père, c'est ce qui m'a rendu le plus fier. C'est d'avoir un père qui était président du prix Goncourt. Moi qui suis une grande lectrice, évidemment, tous les ans, j'achetais le Goncourt. Et tous les ans, je le lisais si je l'avais pas lu auparavant. Donc, avoir un père qui est rentré au prix Goncourt et qui après est devenu président, pour moi c'était, je trouvais ça incroyable. Mais il a beaucoup aimé et je pense pas, je sais que ça a été un très bon président qui a changé certaines règles qui méritaient d'être changées et il a été un très bon président. Oui, il a aimé ça. Et en même temps, c'est lui qui a exigé qu'un salarié de maison d'édition ne soit plus membre du Goncourt. Absolument, oui. Ça, c'était mon père et sa déontologie, oui. Et l'Académie Goncourt, quand on lui a proposé, il a dit tout de suite oui, parce qu'il refusait tous les honneurs. Il a refusé la Légion d'honneur, l'Académie française. Là, ça l'a intéressé. Alors, tout de suite, je peux pas vous dire, je n'en sais rien, mais je pense qu'il a dit oui assez... Oui, mais ça lui plaisait, on mangeait chez Drouin, c'est ce qu'il disait. Oui. C'est que c'était une maison où il fait bon vivre quand même, on mangeait, on buvait, donc ça lui plaisait. L'Académie française, sans en dire du mal, je crois que oui, c'était pas pour lui l'Académie française. Non, le prix Goncourt, il se retrouve avec des gens quand même en général, oui, autour d'un bon déjeuner, un bel endroit, c'est un très beau restaurant. Oui, c'était beaucoup plus sympathique. Oui. D'ailleurs, dans le salon des Goncourt, dès qu'on entre à l'Académie Goncourt, on a son nom gravé sur les couverts de la place qu'on occupe. Et c'est vrai que le cuisinier devenait fou parce que aucun des membres de l'Académie Goncourt ne mangeait la même chose. Il y avait des régimes à respecter, c'était pas simple pour lui. Oui, j'imagine, oui. Alors, c'est vrai que l'Académie Goncourt, moi, je suis toujours membre de l'Académie Grévin, qu'il a également présidé, mais qu'il a quitté pour présider l'Académie Goncourt. Oui. Et ça aussi, il était un très bon président de l'Académie Grévin. On choisissait les personnalités qui entraient, et là, il connaissait tout le monde aussi. Oui, il connaissait tout le monde, parce qu'il était très curieux, donc il était très curieux. Il lisait la presse tous les jours, il regardait la télévision, donc oui, ça m'étonne pas, oui. Il a dû être très bon aussi à l'Académie Grévin. Il a aussi été très proche de Robert Sabatier, membre de l'Académie Goncourt aussi, et je crois que c'était un copain de toujours, ça aussi. Robert Sabatier, oui. Alors, ça aussi, je vous dis très sincèrement, je l'ai découvert en écrivant le livre, en cherchant de la documentation, en écrivant le livre. Je ne le savais pas parce que je pense qu'il a été... il a admiré Sabatier l'admirait, ça je veux bien le croire. Je ne crois pas qu'ils étaient amis. Moi, en tout cas, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu Sabatier à la maison. Vous voyez, je ne crois pas qu'il y avait ce rapport-là d'amitié. Je pense qu'il y avait un rapport professionnel, plus que professionnel, mais... je suis pas sûre que c'était un ami. Vous voyez je sais pas. Moi, je vais vous apprendre une chose, Cécile Pivot, parce que Sabatier me l'a raconté. Il a fait partie de la bande de Bernard Pivot qui, dans les années 60, allait faire des folies dans le Beaujolais. Et un jour, ils sont allés faire 3 jours de fête. Ils ont peint les vaches en bleu. Il y a eu une explosion de pétards. Tous les costumes ont été brûlés et ils sont rentrés en stop.
C'est ça, c'était le festival des farces et attrapes de Quincy-en-Beaujolais. Exactement. Voilà, où je crois qu'il y avait, pas mal de personnalités et où il était présent. Voilà, et donc il est revenu en stop, le costume brûlé, et c'était présidé aussi par Jean-Claude Merle, qui avait créé une boutique ensuite à Saint-Tropez qui s'appelait À la farce tranquille, au temps où Mitterrand était président. Alors ça, j'ai retrouvé des photos de ce concours qui était dans le village de Quincy. On a l'impression que le village est, je peux pas vous dire quoi, c'est quelque chose. On voit partout de la fumée, des gens déguisés, des vaches en effet. Bon, et hélas, les photos n'étaient pas publiables parce que vraiment on voyait que des gens de dos, tout ça au milieu d'une brume, d'une fumée incroyable. Mais ça a dû être. Quand moi je connais le village de Quincy-en-Beaujolais, je me suis dit mais ça a dû être un délire, mais incroyable. Donc Sabatier m'a dit la vérité en me racontant tout ça. Et il y a un très beau texte de Sabatier qui parle d'ailleurs de Bernard dans ce livre qui est magnifique. Absolument. Ouais. Alors parmi ses amis, il y a également celui-ci, dont vous allez reconnaître la voix. La ménagère qui n'avait lu avant que la recette du cake a pris bouleversé que Chateaubriand n'était pas qu'un steak. Bernard Pivot par Pierre Perret, une chanson de 86, parce qu'ils étaient très amis tous les deux. Oui, ils étaient très amis, absolument. Ils étaient très amis, ils se marraient bien ensemble, tous les deux aiment manger, aiment boire, et puis ils ont tous les deux le goût des mots. Oui. Pierre Perret comme Bernard, ils se retrouvaient autour de ça, bien sûr. Oui, oui. Et il allait souvent chez Pierre Perret à Nangis, Oui. où tout un bâtiment est dédié à sa cave au vin, où il y a, je crois, 5000 bouteilles en permanence. Ils ont beaucoup de points communs, hein, beaucoup de choses qu'ils aiment en commun tous les deux. Donc c'est pas étonnant qu'ils soient devenus amis. Et dans ce livre, j'ai appris aussi, Cécile Pivot, que son maître en écriture était Antoine Blondin. Oui. Ah oui, Antoine Blondin, oui, ça a été son maître d'écrire. Il disait que s'il avait pu, il aurait aimé écrire comme... il aurait aimé écrire autrefois... il admirait deux auteurs particulièrement pour le style. Hein, c'était Antoine Blondin et aujourd'hui en contemporain, Gilles Lapouge. Voilà. Ouais. Et Antoine Blondin a écrit 5 livres dans sa vie parce qu'à partir de 11h du matin, il ne pouvait plus écrire. Et quand tu m'as proposé l'Académie française, il a répondu « Je ne peux pas parce qu'il y a trop de bistrots entre l'Académie française et chez moi. Je m'arrêterai. » Parce qu'il buvait énormément. Oui, absolument. Mais c'était un grand écrivain. Alors, justement, dans les autres activités que vous évoquez, le journal Lire aussi a été important, car on a un peu oublié que Bernard Pivot a créé ce journal après avoir quitté le Figaro. Oui. Et ça a été aussi un magazine littéraire révolutionnaire. Oui, c'était révolutionnaire parce qu'il y avait beaucoup d'extraits à l'époque. Ça, c'était nouveau de mettre des extraits de livres dans un magazine littéraire. C'est la même chose. Il a beaucoup aimé s'occuper de ce journal, beaucoup. Ouais. Et en apportant sa plume et son style, parce qu'à chaque fois, il y a un style Bernard Pivot qui est venu au fil des années, qu'il avait inconsciemment en lui. Je ne sais pas si c'était inconscient. Je pense qu'il a surtout. C'est un homme qui a beaucoup travaillé tout au long de sa vie, qui a beaucoup travaillé et qui avait un vrai bon sens, donc il savait très bien là où il devait progresser. Oui, il y a ça. Je pense que mon père a progressé tout au long de sa vie. Oui, et puis il a découvert les auteurs, ça c'est son instinct littéraire, notamment Patrick Modiano. Il a été le premier à croire en lui au moment où personne n'y croyait. Oui. Et ça c'est... Modiano le raconte mieux que quiconque dans cette livre aussi, dans cette lettre qu'il a écrit sur mon père, je crois en 2001, je crois. Oui. C'est ça. Et alors, pour tout vous dire, c'est écrit dans le livre que Le goût des autres. C'est ma lettre préférée, c'est le texte que je préfère. En fait, Modiano n'était rien. Il reçoit un jour une lettre de Bernard Pivot, jeune courriériste, qui va faire son interview. Alors que personne ne croit en Modiano. Ouais, comme quoi il a déjà du flair. Vraiment, il a du flair. Hein. Et ce que dit Modiano, c'est formidable. Il dit, moi, ça me suffisait, quoi. Qu'il y a eu ça, c'était... Après, il y a les événements mai 68, ils racontent Après, ils se rencontrent, en fait, dans des cafés aux Champs-Élysées. C'est formidable. Mais en fait, il y a mai 68 et tous les deux, ils parlent littérature. Et oui, c'est génial. Je trouve ce courrier génial. Et Modiano a conservé cette lettre comme un porte-bonheur. Oui, absolument. Et je crois aussi que Bernard Pivot avait un porte-bonheur qui était un marron. Oui, il avait un marron. Il avait aussi... Il avait plusieurs porte-bonheur, mon père. Il avait un marron. Il avait toujours un marron dans sa poche.
qui était plus le marron. C'était un porte-bonheur, mais c'était plus comme il était très impatient. Comme ça, il pouvait toujours triturer son marron dans sa poche. Il avait aussi un billet de $1 qui était un ami qui lui avait donné un billet en lui disant tiens, ça te portera chance. Il était jeune quand il avait récupéré un billet de $1, c'était pas rien. Et il l'a toujours eu dans sa poche. Et comme il était très distrait, mon père, 2 fois, il a quand même perdu. À l'époque, les hommes avaient des sacoches, sa sacoche avec un peu d'argent dedans. Et 2 fois, ce sont des Américains qui sont venus lui rendre sa sacoche avec l'argent tout dedans. Comme quoi, le billet de $1 lui avait porté bonheur. Bernard Pivot était distrait ? Très distrait. Il était très distrait. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il perdait les choses. Il perdait ses clés, il perdait son portefeuille, il l'oubliait. Mais alors, il avait une chance inouïe, c'est qu'il retrouvait tout. Moi, qui étais aussi distraite que lui, moi, je retrouvais rien. Et lui, il retrouvait tout. Toujours, on lui rapportait les choses. Alors, il y a quand même une interview que vous évoquez dans ce livre, Le goût des autres, Cécile Pivot, dont il ne conserve pas un bon souvenir parce que les médias n'en ont pas parlé. C'est celle de Jean-Marie Leclésio, qui là aussi était une exclusivité. Personne ne connaissait Leclésio. Oui, absolument. Je ne sais plus exactement ce qui se passe. Enfin, il met du temps à avoir Leclésio, c'est ça, et puis il finit par avoir Leclésio. Alors qu'on reproche à Leclésio de ne pas faire une émission. Enfin, il a Leclésio. J'ai peur de pas très bien raconter l'histoire là. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant de mettre la lettre. Après, il écrit une lettre. En effet, il écrit un article en disant voilà, j'ai Leclésio. Et puis derrière, et puis en fait, ce soir-là, sur une autre chaîne, il y a Bernard Tapie et tous les journalistes vont parler le lendemain de l'émission de Bernard Tapie avec Bernard Tapie et Leclésio, alors que tout le monde reproche à Leclésio de pas faire d'émission. Et que moi, on me dit que j'ai pas Leclésio, j'ai Leclésio qui accepte enfin de venir sur un plateau télé. Et le lendemain, à part Télérama, personne n'en parle. Et j'ai trouvé ça intéressant, en effet, de reproduire cette lettre, parce que c'est la seule fois où on voit mon père en colère, un peu. Oui. Là, il est en colère. Ah oui, là, et il dit à la fin que les journalistes ne s'avisent pas là de me faire une remarque là-dessus, hein, parce que là, je ne vais pas bien les recevoir. Et j'ai trouvé ça intéressant de le voir un petit peu en colère quand même, oui, cet homme qui ne l'est jamais. Exactement. Il l'a été aussi, je crois, lors d'une soirée où il s'est retrouvé à côté du ministre de la Culture. Oui, oui, absolument. Non, il pouvait être de temps à autre en colère. C'était très rare. Hein. C'était un homme, moi, je trouve, d'une douceur infinie. Mais quand il était en colère, c'était à juste titre, et là, il valait mieux se planquer. Voilà. Alors, vous évoquez aussi une mallette, une valise en cuir, qu'il ne l'a jamais quittée, là, il ne l'a pas perdue, et qui a été très importante dans sa vie. Oui, c'était sa mallette. Moi, je l'ai toujours connue avec. C'était une mallette en cuir où il mettait... Je suis pas sûre qu'elle était très pratique, cette mallette. Enfin, après, on le dit aujourd'hui parce qu'il y a des sacs à dos, des choses plus pratiques pour transporter. Mais c'était vraiment une mallette en cuir que ma mère avait reçue. Ma mère qui était journaliste aussi, je crois que c'était une marque publicitaire, donc elle lui avait donné. Il transportait tous ses livres. On voyait toujours Bernard Pivot arriver sur le plateau télé le vendredi avec sa mallette en cuir marron et avec tous ses livres à l'intérieur. Et il arrivait aussi en vacances dans le Beaujolais, il avait sa mallette, il repartait, il avait sa mallette ne le quittait pas. Et alors j'ai failli la garder, pour tout vous dire, quand il a disparu, et j'ai gardé beaucoup de choses et je me suis dit non, là c'est trop pour moi. Et donc elle est partie à la bibliothèque de Quincy en Beaujolais. Oui, bibliothèque qui porte son nom, ainsi qu'une école. Il a inauguré une école Bernard Pivot, ce qui a été un moment d'émotion pour lui. Oui, c'était formidable. Toute la famille y était. C'était le village de Clochemerle rendu célèbre par Gabriel Chevalier. Oui. Et il était heureux de ses honneurs, mais il n'en parlait jamais, parce que finalement, quand on voit votre livre, on voit aussi en famille, avec ses petits-enfants, c'est un autre Bernard Pivot. Je pense que oui, c'est un autre Bernard Pivot qui était attaché à sa famille, qui aimait le foot, qui aimait il avait d'autres passions. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il a réussi, qu'il a jamais eu la grosse tête, et c'est qu'il y avait plein d'autres choses qui l'intéressaient dans la vie, le foot, et il a toujours su. Et je pense aussi que c'est pour ça que mon père a toujours tout arrêté à temps. Il a arrêté Apostrophe à temps, il a arrêté Bouillon de Culture à temps, il a arrêté le Goncourt à temps, il a arrêté le JDD à temps, le journal du dimanche. Tout ça parce que il n'a pas toujours tout arrêté de bon cœur, hein. Il a aussi arrêté des choses pour des raisons de santé. Et même si c'est pas plein, je pense que ça a été difficile pour lui. Mais il a toujours tout arrêté à temps.
Et voilà, et je pense que il savait ça. Et il avait d'autres choses qui l'intéressaient dans la vie. Et la célébrité à tout prix, non, c'était pas son truc. Voilà. Il y a beaucoup de photos, beaucoup de documents pour découvrir Bernard Pivot, au-delà d'apostrophes et de bouillons de culture dans ce livre que vous signez avec votre sœur Agnès, Cécile Pivot, Le goût des autres, chez Calman Lévy. Je le recommande à celles et ceux qui aiment Bernard Pivot, et puis à celles et ceux qui ne connaissent pas forcément, qui vont le découvrir réellement. Merci d'avoir écrit. Merci beaucoup, Jacques. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.